no secret, it's the meat. Don't skimp on the meat. I got a real good eye for prime meat. Runs in the family. Depuis le premier film, Sally, seule survivante de cette folle aventure, a pu raconter son histoire aux autorités, mais est ensuite tombée dans un état complètement catatonique. Les flics texans ont lancé une chasse à l'homme de près d'1 mois, mais lorsqu'ils ont enfin retrouvé la maison, ne me demandez pas pourquoi ça leur a pris si longtemps, c'est pas comme si elle avait bougé... En tout cas, il y avait plus personne dans la maison, et aucune preuve n'a été trouvée. Aucune preuve dans cette maison nettoyée par ces gars-là. Ok, le film a même pas commencé, je vais pas m'attarder là-dessus, mais quand même, c'est chaud. 13 ans après avoir conclu que le massacre à la tronçonneuse dont avait parlé Sally n'avait jamais eu lieu, les meurtres violents reprennent du côté de Austin. Et ce n'est qu'en 87 que la police décide d'enquêter sur cette série de morts ultra-violentes. Décidément, les flics au Texas... Et c'est ainsi que le film commence. Sur les routes désertes du Texas, on retrouve 2 adolescents complètement insupportables. J'ai des flashbacks. Tijuana! Ces 2 adolescents font les cons absolus et commencent à appeler une radio locale qui accepte les demandes de morceaux de musique et qui est animée par Stretch, une jeune DJ futée et pleine de caractère qui en a un peu marre d'être coincée dans un trou paumé comme celui-là. Ils bloquent la ligne alors qu'ils font toujours les cons et emmerdent un pick-up en lui fonçant dessus. Le soir tombé, ils recommencent à appeler Stretch et ils se retrouvent à nouveau face au pick-up qui cette fois-ci les suit en marche arrière sur un pont. Et ok, j'avoue, ce moment est super cool. Les 2 messieurs savent apparemment qu'ils sont dans un film d'horreur et paniquent rapidement mais ne font rien pour... Bon, je sais pas, accélérer à fond puisque le pick-up peut pas aller très vite en marche arrière? Non, à la place, ils conduisent gentiment en ligne droite alors que quelqu'un se lève à l'arrière du pick-up, affublé d'un costume noir sur lequel est accroché le cadavre de l'autostoppeur du premier film. Oui, c'est censé être lui, oui. Il me semblait pourtant qu'il s'était fait aplatir, mais... Ok. Et bien sûr, les 2 jeunes se font massacrer à coups de tronçonneuse, le tout en direct et enregistré par la radio de Stretch. Le lendemain, sur la scène du crime, on rencontre Lefty, un membre de la police texane considéré comme un taré par tous ses collègues et qui se trouve être l'oncle de Sally et Franklin. Il essaye de convaincre son supérieur qu'il y a bel et bien une famille de cannibales dans le coin, mais ce dernier ne l'écoute pas et lui dit qu'il ne sera pas mis sur l'affaire. Bien sûr, il ne l'écoute pas et mène sa petite enquête de son côté. Stretch entend parler de lui dans le journal et fonce vers l'hôtel où se trouve Lefty pour lui dire ce qu'elle a entendu et enregistré. Elle veut participer à l'enquête sous prétexte que ce qu'elle veut vraiment dans la vie, c'est être journaliste et pas DJ. Mais Lefty ne veut pas l'entendre. Je suppose que c'est parce qu'elle lui rappelle Sally, mais c'est vraiment pas clair. Stretch rejoint son collègue et ami LG dans le hall de l'hôtel où se déroule un concours du meilleur chili. Ils assistent à la remise de prix qui récompense un certain Drayton Sawyer, que ceux qui ont vu le premier film reconnaîtront comme étant le plus vieux des frères Sawyer, celui qui tenait la station-service. Il a maintenant un food truck qui vend de la viande, et non, c'est toujours pas du bœuf. Après sa conversation avec Stretch, Lefty décide de s'armer jusqu'aux dents de tronçonneuses, histoire de montrer à ces monstres ce que ça fait d'être découpé en morceaux. Lefty, mon petit Lefty, une tronçonneuse c'est efficace que si tu la laisses en contact avec ce que tu veux découper. Donner des grands coups, ça fait rien. Tu le vois d'ailleurs que le film, il a du mal à rendre ça violent. Donc il est obligé de foutre un vendeur qui est beaucoup trop à fond. Chacun ses kinks, mais là c'est chelou quand même, hein. Lefty propose un plan à Stretch, qu'elle joue la cassette du meurtre pour provoquer les meurtriers et les faire sortir de leur trou. Drayton entend l'enregistrement et pète un plomb dans son food truck. Le soir venu, à la station de radio, on rencontre Chop Top, le frère jumeau de l'autostoppeur du premier film, qui était au Vietnam pendant cette période. Grand maigrichon aux dents pourries et blanc comme un breton, l'élément le plus marquant de ce personnage, c'est la plaque de métal qu'il a dans le crâne, sûrement due à une blessure de guerre. Mais plus perturbant encore, il passe son temps à réchauffer le bout d'un cintre pour gratter les croûtes qui l'entourent. Il discute un moment avec Stretch dans une des seules scènes réellement tendues du film. Il est cordial mais extrêmement gênant. Il mentionne enfin la cassette du meurtre qu'elle a diffusée. Bordel! Ok, tu m'as eu, film. Tu m'as eu. Chop Top s'attaque à LG à coups de marteau pendant que Leatherface poursuit Stretch et... je pense pas que je puisse montrer cette scène, mais en gros, vous voyez la forme d'une tronçonneuse? Vous voyez les sous-textes sexuels reliés à ce genre d'armes? Eh ben le film les utilise de la manière la plus littérale que j'ai jamais vue. Notre Leatherface a donc apparemment un crush sur Stretch et décide de la laisser en vie. Il ment à Chop Top et les deux partent avec le corps de LG dans la nuit noire. Et dans le moment le plus incompréhensible du film, plutôt que d'appeler les flics et aller se cacher chez sa maman, Stretch décide de suivre les deux fous dangereux jusqu'à leur lieu de résidence. Et Lefty, plutôt que de dire à Stretch de se casser, la suit elle jusqu'à leur lieu de résidence. Vous savez, un scénario, c'est encore mieux quand ça fait sens. Ils arrivent dans un parc d'attractions abandonné, bien sûr, et Stretch tombe dans un trou, bien sûr, et Lefty s'arme de ses fameuses tronçonneuses, bien sûr.
Stretch se retrouve dans la pièce où Leatherface dépaisse ses victimes, elle assiste au début de cette opération sur le corps de LG lorsque Leatherface la remarque. Il l'attache et tente de lui montrer son affection avec un merveilleux cadeau... Ah, il fait de son mieux, ok? Leatherface quitte la pièce pour rejoindre ses frères et LG se réveille, c'est qu'il est coriace quand même, et il libère Stretch avant d'enfin mourir de ses blessures. Quel timing arrangeant tout de même. Et elle s'enfuit dans les tunnels qui serpentent sous le parc d'attractions. Pendant ce temps, Lefty découvre le cadavre de Franklin que la famille Sawyer a conservé pour raison de scénario intempestif. Lefty pète donc complètement les plombs et décide de détruire ces tunnels et tout ce qui s'y trouve. Stretch de son côté tombe à nouveau sur Leatherface, cette fois-ci accompagné de Drayton et Chop Top. Son mensonge est alors découvert, Drayton lui ordonne de tuer Stretch mais il refuse. Drayton est pas content, mais il n'est que cuisinier, donc il refuse de la tuer lui-même. Il dit à Chop Top de s'occuper d'elle pour plus tard, donc ce dernier l'assomme. On se retrouve alors devant une parodie de la scène du dîner du premier film, dans un décor qui, même s'il est plus exagéré et a dû prendre beaucoup plus de temps à mettre en place, est beaucoup moins suffocant. Le papy est de retour en meilleure forme que dans le premier film, et Leatherface, qui pourtant refusait de tuer Stretch de tout le film, n'a maintenant aucun souci à la tenir pour aider papy à lui éclater la tête. C'est un chaos plus risible que terrifiant pendant 9 longues minutes, pleines de blagues ratées et de cris en plan large plutôt que les plans étouffants et frénétiques du premier film. On va en reparler. Lefty arrive juste à temps avec ses tronçonneuses pour déchiqueter le cul de Drayton. C'est pas une blague, c'est comme ça que ce personnage est blessé mortellement. Parce que humour. Il débute un duel dantesque avec Leatherface à coups de tronçonneuse très clairement éteinte. Leatherface se fait empaler et Drayton trouve une vieille grenade sur le corps de l'autostoppeur et la fait péter et tout le monde meurt. Pendant ce temps, Chop Top poursuit Stretch jusqu'à un hôtel à la gloire de... C'est censé être la grand-mère du premier film. Mais... Ok, donc la grand-mère tient une tronçonneuse qui apparemment a encore de l'essence valable, Chop Top attend gentiment dans le coin que Stretch l'allume, et il meurt comme un con. Et Stretch, dans un final doigt d'honneur à l'original, tente d'imiter la danse à la tronçonneuse de Leatherface, et fin. Massacre à la tronçonneuse 2, sorti en 1986 aux États-Unis, est toujours réalisé par Tobe Hooper. Cependant, le film ne fait pas partie du même genre que le premier opus. On est passé d'un slasher terrifiant précurseur du genre à une comédie horrifique qui apparemment se rapproche plus de ce que voulait faire Hooper avec Massacre à la tronçonneuse 1. Et j'ose dire que pour une fois, je suis heureuse qu'un réalisateur n'ait pas pu faire ce qu'il voulait. Pour le premier opus, pas pour cette suite. Parce qu'apparemment, Tobe Hooper et Kim Henkel, qui étaient co-scénaristes sur le premier film, avaient une idée bien différente pour cette suite. Ils comptaient créer une ville entière de cannibales et en faire une satire de Motel Hell, Nuit de cauchemar en français, sorti en 1980 et qui était lui-même une satire du premier Massacre à la tronçonneuse. Le titre provisoire du projet, c'était The Valley of Texas Chainsaw Massacre. Mais comme c'est bien trop souvent le cas, le studio de production a forcé pas mal de changements drastiques qui ont donné ce qu'on a là. Et ce changement de genre, on le voit assez vite, notamment avec le poster du film qui parodie celui de Breakfast Club de John Hughes. Vous savez, celui qui a fait Ferris Bueller? Tout est lié. Le film n'a pas été très bien reçu à sa sortie, dénigré par les fans du premier opus qui ne retrouvent pas toute l'horreur réaliste et crasseuse qui les avait marqués, et descendu par les critiques qui sont rarement très sympas avec les slashers quels qu'ils soient en vrai, soyons honnêtes. Dennis Hopper, qui joue Lefty, a dit que c'était son pire rôle. Jusqu'à ce qu'il joue dans Super Mario Bros. C'est sûr que ça fait changer d'avis ce genre d'expérience. Et petit fait rigolo avec lesquels j'adore vous bassiner les oreilles, l'acteur de LG, Lou Perryman, faisait partie de l'équipe de tournage du premier film. Voilà, ça sert à rien, mais moi je trouve ça intéressant. Alors, Tobe Hooper ne devait à l'origine pas réaliser le film, il voulait simplement le produire, mais le tout petit budget du film, malgré le succès commercial du premier qui à ce stade, je le rappelle, est encore interdit dans plusieurs pays, l'oblige à reprendre la chaise de réal. En effet, s'il ne le faisait pas, la production n'aurait jamais pu se payer un réalisateur assez bon. Le film se tape un budget de 4 700 000 $, donc plus de 30 fois le budget du premier film. Mais bon, un budget comme celui-là reste très bas, le comparer au ridicule 150 000 $ du premier opus, c'est pas forcément très juste. Et il s'avère que ce budget, pour le studio qui l'a produit, était largement au-dessus de ce qu'ils avaient l'habitude d'investir. Mais qui c'est qui l'a produit ? Même si c'était New Line qui avait racheté les droits de Massacre à la tronçonneuse après la faillite de Bryanston, cette suite est produite par le Cannon Group, un studio spécialisé dans les films à tout petit budget, qui est à l'origine de tellement de nanars. Si vous êtes fan d'un nanar des années 80, en particulier ceux avec Chuck Norris, il y a de très grandes chances qu'ils viennent de ce studio. Les Maîtres de l'Univers, The Barbarians, Le Temple d'Or, The Delta Force, Invasion USA, Portée disparue, Un justicier dans la ville 2, 3 et 4, Cobra avec Stallone.
Bloodsport avec Jean-Claude coup de pied retourné dans ta face Van Damme. Superman 4, objectivement le plus mieux des Superman. Ils avaient même les droits de Spider-Man et Captain America. Mais attention, ils n'ont pas fait que des nanars non plus, c'est simplement qu'ils ne produisaient que des petits budgets, ce qui termine souvent en nanar. Mais ils ont produit également Torrent d'amour de Cassavetes, Joe de John Avildsen, Runaway Train de Andrei Konchalovsky, Street Smart de Jay Schatzberg, ces 3 derniers ayant tous été nominés aux Oscars, et Le Roi Lear de Jean-Luc Putain de Godard. Ils ont signé Godard sur une nappe. Ok, non mais qui prend les décisions ici? C'est qui le pot de yaourt qui jette tout et n'importe quoi au mur pour voir ce qui colle? Ces deux gars. C'est ces deux gars. Menachem Golan et Yoram Globus, deux producteurs d'origine israélienne. Menachem porte aussi la casquette de réalisateur et fait ses débuts avec des gros succès en Israël, seulement il rêve de films à l'américaine, et d'Hollywood. Il monte avec son cousin Yoram leur propre studio de production. À la fin des années 70, ils rachètent le fameux Canon Group et ils déménagent à Hollywood. Ils achètent des chaînes de cinéma entières et des studios de production partout en Europe, particulièrement en Angleterre, et ils se mettent à produire à la chaîne des films à tout petit budget. Mais quand je dis à la chaîne, c'est à la chaîne, hein. Ils ont produit 93 films en 14 ans d'existence. Pour comparaison, Miramax Films, la partie production de Miramax, qu'on adore sur cette chaîne, a produit 10 films en 43 ans d'existence, de 77 à 2020. Warner Bros. Entertainment, l'une des majors du cinéma américain, une major c'est un titre qui désigne les plus gros des plus gros, en gros, sur la même période, donc de 80 à 94, n'a produit que 9 films, dont des documentaires et des courts. Ces gars étaient sous coke, métaphoriquement et nasalement. Et c'était loin d'être des saints. Vous vous doutez bien que faire des films à la chaîne pour le moins de fric possible, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour les gens qui travaillent pour eux. Mais pour leur défense, Menachem a souvent répété que son but était de mettre la majorité des thunes dans la réalisation du film. I don't know what to do with 30 millions. I can make 30 movies maybe. You know, but I don't know what to do with 30 millions. The name of the game is to do, not just to blah, 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 blah. If something excites you, be brave and go and try to do it good, but do it. Il en avait rien à péter de l'étiquette pompeuse d'Hollywood. Lui, il voulait juste faire des films. Ce gars transpire l'amour du cinéma. Et le très mauvais instinct, en vrai. I believe that we know what we are doing, and I believe that our future is safe. Leur truc, c'était de prendre des réals ou des acteurs qu'ils adorent et de leur donner juste ce qu'il faut pour qu'ils se lâchent. Ils ont pris sous leur aile notamment Charles Bronson, Richard Chamberlain, Sylvester Stallone, et l'ont fait jouer dans un gros nanar à base de camions et de bras de fer. Ils ont débuté les carrières de Chuck Norris et Jean-Claude, le plus cool des Belges Van Damme aux États-Unis. Mais les réussites étaient rares. Bon, l'histoire de ce studio est très intrigante et très fascinante, mais très longue. Donc si le sujet vous intéresse, je vous conseille les documentaires Electric Boogaloo, The Wild Untold Story of Canon Films, sorti en 2014, qui se penche sur les coulisses de ce studio plein de magouilles, de dramas, de faillites, de Chuck Norris, de Jean-Claude Grand Écart dans ta gueule Van Damme, et Go-Go Boys, documentaire réalisé et produit par Menachem et Yoram, qui du coup est plus touchant, mais moins objectif. Mais les deux valent le coup. Croyez-moi, j'ai pas le temps de vous raconter tout ça. Par contre, ce studio étant sans cesse au bord de la faillite, il changeait le budget du projet constamment en fonction de la réussite ou de l'échec de leurs autres films. Ce qui, si vous n'avez jamais eu à gérer un tournage, c'est un cauchemar absolu, ce genre de changement intempestif. Et au bout d'un moment, ils ont même engagé Newt Arnold, qui plus tard bossera sur Bloodsport avec Jean-Claude philosophe incompris Van Damme, afin qu'il supervise le tournage, histoire que ça se fasse plus vite et avec moins de prises. Ce qui donne rarement du bon. Beaucoup de scènes ont dû être coupées, que ce soit pour raccourcir le film et pouvoir caler plus de séances cinéma en une journée, oui, c'est une vraie raison qu'a donné Canon pour forcer Hooper à raccourcir le film, oui, ou à cause de la violence des scènes qui auraient pu causer des censures ou même des interdictions dans certains pays. Mais, oh joie, vous pouvez retrouver ces scènes coupées dans l'édition Gruesome du DVD sorti en 2007, et d'ailleurs, pour une fois je me permets de vous conseiller de voir ce film en version restaurée, contrairement au premier film qui profite d'une image vieillie et granuleuse, ici la version originale du film neutralise pas mal les couleurs, ce qui est assez dommage vu les éclairages bariolés du parc d'attractions. Comme son prédécesseur, cette suite a eu quelques soucis pour sortir dans certains pays, même si on est loin de la cata des censures du premier film. Banni de Norvège à sa sortie pour sortir en 2004 en 18+, banni à Singapour à sa sortie pour plus tard passer en 21 ans et plus, je savais même pas que cette classification existait, banni de Suède et j'ai même pas trouvé de date de sortie, donc
je vais partir du principe qu'il est toujours banni en Suède, interdit aux moins de 18 ans au Québec à sa sortie pour passer en 16+, en 2006 et en 13+, en 2017, banni d'Allemagne à sa sortie jusqu'à ce qu'un nouveau distributeur récupère les droits en 2012 et tente de révoquer l'interdiction, ce qui leur a pris 4 ans. Le film n'a pu sortir qu'en 2017 en Allemagne. C'est pour ça que je pense que vous pouvez trouver plein d'éditions Blu-ray et DVD récentes en import allemand. Notamment cette édition limitée avec un packaging VHS. Que je veux. Mais je parle pas allemand. Donc, on a 2 voire 3 protagonistes dans ce film. Stretch, Lefty, et si on est vraiment sympa, LG. Lefty passe les 2 tiers du film à juste crier en brandissant des tronçonneuses. Ok, alors dit comme ça, on pourrait croire que c'est cool, et ça pourrait l'être, mais ça l'est pas. C'est peut-être dû au fait qu'il soit bloqué dans un souterrain super étroit qui donne l'impression de l'étouffer dans le cadre et ne lui donne pas vraiment la possibilité de profiter de son moment. Ça pourrait aussi être dû au fait que ce même moment est répété plein de fois. Normalement, le moment où le héros pète un plomb et accepte de tuer tout le monde, on le retrouve au début du 3e acte, non ? Et ben là, on l'a au début du 2e acte, au milieu du 2e acte, au début du 3e acte, et une petite dernière pour la route au moment du climax. Bizarrement, répéter un moment censé être épique et qui sincèrement l'est même pas la première fois, ça a tendance à lui faire perdre de son ampleur, de son impact. Ou alors, ça peut aussi être dû au fait qu'on dirait constamment que Dennis Hopper a peur de lâcher une grosse caisse en criant trop fort. Non, en fait, je dirais que c'est principalement pour ça. Tout le long du film, j'avais l'impression qu'il avait aucune idée du comment ou du pourquoi il était arrivé sur le plateau de tournage. Et pourtant, Dennis Hopper, c'est quand même pas un mauvais acteur. Il a quand même joué dans un de mes films préférés de tous les temps. Dans lequel il y a Dean Stockwell, qui est un de mes chouchous absolus, je veux le voir dans plus de trucs. À chaque fois qu'il apparaît dans un film ou une série, je fonds. Oui, Massacre à la tronçonneuse 2. Bref, Dennis Hopper est capable de vachement mieux que ça. Et là, pour le coup, la seule explication que je puisse trouver pour le massacre, c'est la direction d'acteur. Quand un de tes acteurs a l'air aussi paumé à l'écran, il faut faire quelque chose. C'est con parce que l'idée d'un shérif texan qui veut venger Franklin et Sally, dont il est l'oncle, c'est une prémisse tout à fait valable. Et dans le premier acte du film, ça marche super bien. Mais... on va devoir parler de la construction rythmique un peu plus en profondeur plus tard. Stretch, quant à elle, est le personnage principal. Elle est balancée dans l'intrigue sans qu'elle n'ait rien fait pour, au début, puisque très vite, elle va s'impliquer volontairement dans une enquête pas du tout légale. Sa motivation est censée être qu'elle veut devenir journaliste, et pour tout le premier acte, cette motivation est valable. Mais excusez-moi de le dire comme ça, mais à partir du moment où ton pote se fait péter la gueule à coups de marteau dans l'occipital et que tu te fais presque violer à coups de tronçonneuse, l'excuse de « je veux devenir une vraie journaliste », elle est loin d'être suffisante. Hein, à ce moment-là, tu te casses, tu vas voir des flics qui s'habillent pas comme Ken modèle cowboy nuance de beige, et tu t'enfermes dans ta cave pour regarder Sci-Fi. Comment ça existe plus, Sci-Fi ? Son excuse pour s'impliquer est plus que légère à partir de la séquence de la station de radio. Lefty était censé suivre les méchants, eh ben tu le laisses suivre les méchants, et puis c'est tout. À ce stade, elle est convaincue que LG est mort et que cette famille de tarés commet des meurtres partout dans le Texas. Pourquoi tu les suis ? Les raisons pour lesquelles un personnage, et en particulier un personnage principal, fait ce qu'il fait, doivent être claires. Tout le temps. Ces raisons peuvent être très simples, ça peut même se limiter à un réflexe de survie basique. Chercher de l'essence, chercher tes potes, chercher tes clés. Je dirais même que c'est mieux de garder ces raisons simples, comme ça il n'y a pas de risque de confusion chez le spectateur. Mais non, là il fallait absolument que Stretch suive la famille, et qu'elle ne soit pas avec Lefty, parce qu'il fallait absolument qu'elle tombe dans ce trou très pratique qui s'ouvre sous son poids, mais pas le poids d'une voiture, parce qu'il fallait absolument qu'elle se retrouve dans l'antre de Leatherface toute seule pour avoir son moment de romance. C'est le fait que le scénario soit aussi visible qui est chiant. On voit toutes les énormes ficelles à viande qui tient ce cadavre debout. Et vous savez pourquoi toutes ces ficelles sont visibles ? Parce que ce film, contrairement au précédent, repose sur une unique perso principale. Dans Massacre à la tronçonneuse 1, on suivait un groupe avec le strict minimum de personnalité. 5 jeunes qui se font massacrer les uns après les autres totalement au pif. Et c'est une des grandes forces du film, la pure coïncidence qui entoure ces personnages et ce qui leur arrive. Sally ne devient la protagoniste du film qu'après la mort de tous les autres, pendant le 3e acte. Avant ça, elle suivait la même probabilité de mort intempestive que tous les autres. Elle n'est pas mise en avant, elle a pas plus de temps à l'écran que les autres, elle a pas plus de personnalité, tout le monde était à égalité.
Bon, allez voir la première vidéo, je vais pas tout expliquer quand même. Hein. Tout ça pour dire que même si Stretch a objectivement plus de personnalité que tous les jeunes adultes du premier opus réunis, ça n'en fait pas une bonne protagoniste. Le manque de personnalité du groupe collait parfaitement à tout ce délire de coïncidences réalistes qui entoure ce qui leur arrive. Ils pourraient être n'importe qui, ils ont des raisons valables d'être là où ils sont et de faire ce qu'ils font. Et ça nous suffit pour nous projeter sur eux, vivre ce qu'ils vivent. Le risque, quand tu passes d'un groupe de 5 protagonistes de surface à une seule protagoniste, c'est qu'elle doit porter tout le film. Il faut que son personnage ait un arc parfaitement construit et qu'elle tienne la route tout du long. Pour tenir la totalité d'un film d'horreur sur les épaules d'un unique protagoniste, il faut avoir un niveau de construction de personnage incroyable et une atmosphère, une ambiance tendue qui vous tient en haleine tout du long. Promis, un jour je parlerai de ce film. C'est pas un hasard si les slashers se trimballent le cliché du groupe de jeunes aux personnalités aussi diverses et variées que les membres du gouvernement. C'est juste beaucoup plus simple d'avoir un grand groupe de personnages dans un film où la tension principale est de savoir qui va survivre ou non, et où une grande partie du plaisir de visionnage est de découvrir comment tous ces personnages vont mourir. Là, on n'a que 3 personnes à disposition et on sait pertinemment ce qui va leur arriver dès le premier acte. Soyez honnêtes. Qui a vu LG et a cru qu'il avait une seule chance de survivre ? Vous avez vu ma vidéo sur le premier massacre à la tronçonneuse, et si c'est pas le cas, qu'est-ce que vous faites? Il y a une numérotation à suivre, voyons. Vous vous souviendrez que Leatherface était un personnage finalement assez discret et surtout très simple. Un esprit d'enfant dans un corps de géant qui n'a jamais appris à parler et qui se fait mener à la baguette par sa famille qui le terrorise. Dans ce film, Leatherface a, je sais pas trop comment, à la fois plus et moins de personnalité. On a droit à un côté plus romantique du personnage, il a des pulsions sexuelles qu'il a forcément enfouies profondément vu l'isolation dans laquelle il est bloqué, et surtout il n'a jamais appris comment se comporter autour d'autres personnes. Donc la frustration plus l'ignorance sociale abyssale, ça donne ça. Il veut se taper Stretch. Et c'est un des moments les moins subtils de l'histoire du cinéma. Pour faire pire, faudrait aller voir une certaine catégorie de films dont je ne saurais prononcer le nom sur une plateforme aussi respectable que YouTube. Mais en gros, si vous aviez encore des doutes sur les messages sexuels sous-jacents de la quasi-totalité des slashers, Tobe Hooper est là pour vous tenir la main. Et je suis pas très fan de cette décision, je l'avoue. Le sujet des frustrations sexuelles peut être très intéressant, mais ça tord l'idée d'esprit enfantin dans un corps de géant que j'appréciais tant dans le premier film. On se retrouve avec un esprit plus adolescent qu'enfant ici. Et surtout, c'est en contradiction directe avec la façon que Leatherface avait de traiter les femmes dans le premier film. J'aimais énormément le fait que toute personne qui croisait son chemin n'était qu'un morceau de viande qui faisait trop de bruit. Qu'est-ce qui différencie Stretch de Sally ou Pam? Si ce n'est que le scénario avait besoin de rendre Stretch plus intéressante puisqu'elle était seule à porter le film. Modifier ton antagoniste principal à ce point simplement pour justifier l'arc d'un nouveau personnage, je suis désolée, c'est pas une bonne idée, mais ça aurait pu marcher. Oui, parce qu'il s'agit pas juste de cracher sur le steak là. Ça aurait pu fonctionner si Hooper avait créé un arc pour Leatherface. Là, en l'état, Leatherface ne change pas du début à la fin du film. Il a un crush sur Stretch dès le départ, mais continue d'écouter Drayton quand il lui ordonne de lui faire du mal à la fin du film. Si on avait vu Leatherface découvrir qu'il a un intérêt pour Stretch, et pas juste un intérêt physique, il faut quelque chose qui la différencie de Sally et Pam pour que ce soit logique, alors c'est très légèrement sous-entendu dans le film que Leatherface et Chop Top passent leur temps devant la radio. J'en déduis que c'est peut-être pour ça qu'il est amoureux d'elle, mais c'est de la déduction, c'est ni dit ni montré dans le film. Mais ok, tu fais en sorte de montrer Leatherface qui écoute sa voix et qui l'apprécie. Alors, tout connement au début, pendant l'attaque sur les deux relous, tu montres, je sais pas moi, sa main sur la radio pendant qu'il écoute Stretch qui se fait emmerder par ces deux-là. Et une fois qu'il s'en est débarrassé, il est heureux d'avoir aidé Stretch. Puis en la voyant pour la première fois en vrai, il comprend qu'il est amoureux. Ensuite, il lui offre des cadeaux tout à fait romantiques comme on le voit dans le film, il reçoit des ordres de Drayton, les accepte à contre-cœur au début, pour finir par enfin lui tenir tête. À la fin, il faudrait qu'il refuse une bonne fois pour toutes de se faire marcher dessus par une crevette. Ce qui créerait des conflits internes à la famille Sawyer et qui pourrait éventuellement les mener à leur perte. Tu peux même aller jusqu'à lui faire choisir Stretch plutôt que sa famille pour la première fois, et faire en sorte que ça le mène à sa fin. Là, on aurait un arc, un développement intéressant qui part du Leatherface du premier film et le fait évoluer. Faut que j'arrête d'imaginer un meilleur film, moi. Et en plus de cette facette pas du tout bien amenée de la personnalité de Leatherface, on perd des éléments discrets mais que j'aimais particulièrement du premier opus. D'abord, on a perdu les différents costumes de Leatherface qui portaient une signification simple mais importante dans le premier film, et surtout qui donnaient une profondeur subtile à un personnage dénué de paroles. Là, on n'a plus qu'un costume, et bien sûr c'est celui de la scène finale du premier film dont tout le monde se rappelle à cause de la petite danse. Alors que pour moi, Leatherface, il s'habille comme ça tous les jours. À côté de ça, on perd aussi le fait que Leatherface avait peur de ses frères.
Là, il leur obéit à contre-cœur, mais j'ai plus du tout l'impression qu'il en a peur. Ça a peut-être un lien avec le fait que les deux frangins de ce film sont complètement ridiculisés par ce dernier. Ils font absolument pas peur. Personne ne fait peur dans ce film. Le seul truc mémorable de Chop Top, c'est le coup du cintre chauffé pour gratter la plaque de métal qu'il a dans la tête. Alors au début ça marche, la scène de la station de radio est tendue et a un exemple de jumpscare qui fonctionne. Plutôt que de jouer sur la montée de tension uniquement, comme le font beaucoup de films d'horreur modernes, où en gros tu sais ce qui va arriver, mais la tension vient du fait que tu ne sais pas quand ça va arriver. Là, on a cette montée de tension purement rythmique, on sait que Chop Top va finir par faire quelque chose de violent malgré le fait qu'il reste cordial, donc on se demande quand il va se lâcher. Et Hooper nous balance Leatherface plutôt que Chop Top. Le jumpscare ne vient pas de ce qu'on croyait et ça marche super bien. Même si c'est pas très logique que Leatherface patiente tranquille le temps que la caméra soit au bon endroit, mais bon, je voudrais pas trop en demander non plus. Mais passer cette première scène qui nous choque finalement par la découverte du personnage, de son look, de sa façon de s'exprimer, de bouger, il finit par pencher de plus en plus vers le ridicule plutôt que le terrifiant. Beaucoup de blagues du film tournent autour de lui et des choses faux-folles qu'il fait. Et au bout d'un moment, on a compris quoi. Mais il est temps de parler du seul personnage joué par le même acteur que dans le premier film, Drayton Sawyer, interprété par Jim Sydow, je sais pas comment on prononce ça, et pour qui ce sera le dernier film d'ailleurs. Drayton est le seul personnage qui est mieux traité que dans le premier film. C'est pour ça que je l'ai gardé pour la fin, parce que je prévois trop bien mes trucs, c'est comme si c'était écrit. Il est le seul de la famille Sawyer que l'on voit interagir avec le monde extérieur, le seul qui puisse passer comme normal, celui qui gère le business familial. Et qui prend son pied. Genre, il kiffe sa vie, ce gars. J'adore sa scène d'introduction. Donc pour remettre dans le contexte, le film nous a mis tête la première dans l'horreur, on ouvre l'histoire sur Leatherface qui tue deux gros relous sur la route, on rencontre Stretch, LG, Lefty, ils sont face à une enquête pour retrouver les criminels qui ont commis ces meurtres, et là, on se retrouve devant un concours de chili. Tout le monde a une bière fraîche à la main, c'est une avalanche de frites bien grasses, et une petite madame toute vêtue de rose annonce le gagnant incontesté pour la 2e année consécutive, Drayton Sawyer. Et là, si on a vu le premier film, ce nom ne nous dit absolument rien. Je rappelle que la famille Sawyer n'a pas de nom dans le premier film. Le gagnant vient chercher son prix et oh, là on le reconnaît là. Avec son sourire ravageur, son beau chapeau et son accent texan pas possible. La mise en scène ne fait rien pour souligner son retour. Y a pas de musique stressante, pas de plan qui s'attarde un peu trop sur lui, même quand la petite madame toute vêtue de rose tombe sur une dent humaine dans son chili, personne ne se pose de questions. Mais surtout, Drayton nous sort la ligne de dialogue la plus marquante de toute la saga Massacre à la tronçonneuse. No secret, it's the meat. Don't skimp on the meat. I got a real good eye for prime meat. Runs in the family. Mon Dieu, cette ligne! C'est parfait. C'est quelque chose de tout à fait normal à dire dans cette situation, mais qui, quand t'as vu le premier film, et il est tellement heureux d'avoir berné tout le monde. Ça, c'est de la réintroduction d'antagonistes satisfaisante à voir. Et ça débute le retour d'un des thèmes qui m'avait marqué dans le premier opus, l'importance de l'argent pour cette famille. Plusieurs fois pendant le film, Drayton parle de toutes les thunes qu'ils se font avec leur business de viande. Et surtout à la fin, quand il se retrouve en face d'un mec qui veut le tuer, il est convaincu qu'il peut acheter sa clémence, que l'argent peut résoudre tous ses problèmes. Jusqu'à ce que tout ça soit gâché par l'une des pires vannes du film. Oui, il se fait tuer à coups de tronçonneuse dans le cul. Ce manque de respect pour les arrière-trains, sérieux. Il se paye même le luxe d'avoir la 2e ligne de dialogue la plus marquante de la saga. You got one choice, boy. Sex or the saw. Sex is, well, nobody knows. But the saw is family. Drayton, t'es trop cool pour ce film. Mais malheureusement, à part son introduction et sa fin, le personnage ne joue pas un très grand rôle dans l'histoire. C'est pareil pour Chop Top d'ailleurs. Son introduction est super cool, mais après ça, il fait vraiment pas grand chose. Même sa mort, elle est bof. C'est ça en fait. Les personnages de ce film, ils finissent tous par être bof. Ils ont tous quelque chose qui titille notre curiosité, quelque chose qui pourrait être intéressant. C'est pour ça que c'est aussi facile d'imaginer de meilleurs scénarios que ce qu'on a eu. C'est qu'il y a des bonnes bases. La plupart venant directement du premier film, mais ça on va pas trop s'attarder dessus. Je sais que j'ai tendance à beaucoup m'attarder sur les personnages, bons ou mauvais, donc passons à une autre raison pour laquelle ce film est
bof. Un film est dans l'extrême majorité des cas construit comme ça. 3 actes. C'est clair, c'est simple, c'est une construction narrative qui nous est satisfaisante, tout ça, et la tension interne d'un film, le drama, l'implication du spectateur, elle ressemble généralement à ça. Situation initiale, la tension monte, là c'est généralement le moment où le héros perd une première fois, le film se calme, le héros passe un moment de déprime, se remotive, et puis climax final, avec une fin qui se calme à nouveau. Alors si on suit ce schéma, voilà comment ce film est construit. Vous remarquerez sûrement que le premier acte dure la moitié du film, et que tous les bons trucs que j'ai pu citer jusqu'à présent sont dans ce premier acte. Ouais. Donc le premier acte est tout à fait valable. Les personnages présentés ont juste ce qu'il faut de personnalité pour avoir la possibilité de se développer, les méchants ont tous droit à des introductions qui leur sont propres et qui sont chacune terrifiantes d'une manière différente. J'insiste parce que c'est le truc le plus réussi de tout le film, ces 3 introductions qui vont avec la personnalité de chacun d'entre eux. Stretch nous est montré comme futé, grande gueule, mais qui sait rester tranquille quand il faut, et avec beaucoup d'ambition. LG fait les meilleures architectures pommes de territoriales qui existent, et Lefty est chelou dès le début. Et au départ, on peut peut-être se demander pourquoi ses collègues le traitent de taré, mais... non, en vrai, je les comprends. Mais j'aime bien le peu d'interaction qu'il a avec Stretch, et je recommence à parler de personnages, putain. La tension, après le coup de choc qui nous accroche au début du film, réussit à monter lentement mais sûrement jusqu'à l'attaque de la station de radio. Le point culminant de trouille est définitivement le meilleur moment du film. Le schéma de tension, il ressemble à ça, pour l'instant, on est bon. Et quoi de mieux pour enchaîner avec ce premier acte tout à fait bien construit et qui met en place tout ce qu'il faut pour un bon film? Eh ben pourquoi pas la décision stupide classique que l'on retrouve dans tous les meilleurs films d'horreur. Le tout suivi d'un hommage très maladroit et hors sujet à Psychose. Le tout suivi du pire moment d'acting du film. Le deuxième acte qui va suivre part légèrement en couille, mais c'est encore rattrapable. On assiste à la mort de LG, qui est légitimement choquante, et la tentative de romance de la part de Leatherface. De ce côté-là, il y a encore de quoi espérer un bon film. Et puis il y a Lefty, qui vient interrompre la tension qui entoure la tentative d'évasion de Stretch. Il a beau être bloqué dans les mêmes tunnels, chaque scène dans laquelle il apparaît nous fait sortir complètement du peu d'ambiance que Stretch et Leatherface arrivent à nous faire vivre. Lefty, je suis pas en colère, hein. Je suis juste déçu. Et l'autre gros problème de cet acte, c'est qu'on débute avec Stretch qui est emprisonné, et à la fin, on revient à Stretch qui est emprisonné. Tout ce second acte ne sert à rien, concrètement. Ce qui me laisse toujours ce petit goût dégueulasse au fond de la tasse à chaque fois que je tombe sur ce genre de ronde inutile dans un film. Oui, le schéma, il en est là, oui. Et le troisième acte, à partir du dîner, en gros, ça devient la foire aux blagues nulles. Et aux terreurs manquées. Oui, donc c'est là qu'on se rend bien compte que le film est censé être une comédie. J'en ai pas trop parlé jusqu'à présent, mais oui, de temps en temps, il y a une petite blagounette qui fait rarement mouche. Mais là, Hooper, il pousse tous les poters à fond, en oubliant d'être drôle. Et surtout en oubliant qu'il a une putain d'histoire à raconter. Tu viens de me faire un film complet qui tourne autour de ce personnage, avec comme antagoniste principal ce gars qui est amoureux d'elle, et tu me laisses même pas avoir un climax entre les deux? Non mais... j'aurais été 1000 fois plus investi si à la fin, Stretch acceptait volontairement d'utiliser son intelligence pour manipuler Leatherface, pour utiliser le seul point faible humain qu'on lui connaisse, pour le tuer. Elle se vengerait de la mort violente de son pote à laquelle elle a dû assister, elle évoluerait pour se laisser aller à la même violence que les fous dangereux qu'elle a passé le film à poursuivre par ambition, et Leatherface se ferait avoir par la première émotion qu'il a osé montrer dans sa vie. Ta fin, elle était là, elle était toute faite, Toby. Moi, je voulais pas un combat de tronçonneuse éteinte. C'est tout pourri, ça. Si tu veux le faire, à la limite, tu mets la famille Sawyer versus Lefty pour la blague, et à côté, tu mets Stretch versus Leatherface en mode plus sérieux et stressant. Mais non. À la place, on a eu ça. Cette fin, c'est un peu la désillusion. Tu pensais, tu croyais, t'avais l'espoir d'avoir un film valable, ou ne serait-ce que des morts violentes et peut-être un peu grotesques. Mais non. On n'a même pas la satisfaction de voir ça. À part Leatherface qui se prend une très réaliste tronçonneuse dans le bide, tout le monde explose ou tombe. C'est décevant. C'est bof. Vous avez une super mémoire, c'est génial, j'aimerais être aussi cool que vous, franchement. Du coup, j'ai pas vraiment besoin de vous rappeler que ce qui me terrifiait dans Massacre à la tronçonneuse était profondément lié à son réalisme. Un réalisme parfaitement construit de tous les côtés, le son, le montage, le jeu d'acteurs, les décors et littéralement le fait que le film te dise qu'il est vrai. Un réalisme qui est remplacé par l'exagération à la limite du cartoonesque ici. Prenez par exemple la différence de costume entre les Leatherface. En dehors du fait qu'on a même plus l'idée que le bonhomme a plusieurs masques et qu'il les utilise pour communiquer sa personnalité,
Mon Dieu, pourquoi ils t'ont si maltraité, mon choupinet? Regardez ces masques. Le premier ressemble littéralement à de la peau séchée. Le cuir est fin, jauni et se recroqueville sur lui-même à plusieurs endroits. Ce qui est logique si Leatherface le porte non-stop tout transpirant qu'il est. Il ressemble à un cuir fin, tanné. Pas forcément bien tanné, mais tanné. Fun fact, saviez-vous que la peau humaine, en théorie, ferait le cuir le plus fin qui existe vu l'épaisseur de notre peau? Apparemment, il serait super doux. Vous trouvez pas ça fun, vous? Me demandez pas comment je sais ça. Bref, maintenant regardez le masque du deuxième film. Il est épais, bouffi et grisâtre. On dirait qu'il a déchiqueté toute l'épaisseur du derme, de l'épiderme et du gras qu'il y a en dessous. Il a tout pris, l'a cousu et l'a pas du tout traité pour le coup. Sauf que ce genre de truc, ça pourrit, ça se décompose super vite. Ce serait pas un masque durable. En théorie, et particulièrement si Leatherface a l'habitude de faire des meubles et des décorations en peau humaine, son masque devrait ressembler à celui du premier film. C'est de la peau, c'est tout. Ce masque-là fait faux et cheap. Osez regarder ces deux personnages et me dire que c'est pas le premier qui fait peur, et le deuxième qui fait... costume de fête foraine. Et des exemples de perte de réalisme comme celle-là, le film en est bourré, plein de détails qui rendent l'expérience factice. Pareil, on peut parler 2 minutes de la musique, de sons métalliques et organiques exagérés qui pourraient presque être diégétiques. On passe à ça. Et de manière purement technique, on a droit à quelques plans bien ficelés, comme le travelling arrière au moment du dîner qui s'arrête jamais et qui donne une impression de décor vertigineux. Même si, encore une fois, je préfère les décors étouffants du premier film, mais c'est quand même réussi. Pareil pour ce plan de Stretch qui se carapate dans les tunnels, et qui, entrecoupé d'images déroutantes, donne une impression de train fantôme. Mais à côté de ça, il y a tellement d'erreurs. Genre là, faut couper plus tôt. Ça rend la chose ridicule de voir le nonos juste attendre là. Ou encore ce faux raccord abusé sur Stretch au moment du climax du film. Je suis à peu près sûr qu'ils ont récupéré ce plan autre part dans le film en vrai. Mais ça le fait pas. Ça se voit qu'elle est pas du tout au même endroit. Techniquement, sincèrement, il y a plus de mauvais que de bons. Et forcément, ça aide pas le film à donner une impression de réalisme, ce genre de détails. Ce film faisait tout en son pouvoir pour qu'on y croie. Et celui-là vient défoncer ta porte de chiottes et se foutre de ta gueule parce que tu l'as pris au sérieux. Va te faire voir! J'ai essayé de le prendre comme un film à part entière, de ne pas le prendre comme une suite, puisque concrètement on s'éloigne tellement du premier que de suite il ne porte que le nom. Mais je peux pas, j'y arrive pas. Massacre à la tronçonneuse, c'est le film qui m'a fait comprendre qu'un film d'horreur peut très bien reposer sur l'efficacité de ses intentions. Le film qui m'a terrorisé avec le budget d'un kilo de Copilouac. Le Copilouac est le café le plus cher du monde, qui peut s'élever à 120$ les 100 grammes, pour la simple et très bonne raison que ces graines sont récoltées dans les excréments de la civette asiatique appelée louac. En effet, ces petites bébêtes se nourrissent des cerises de caféier, mais leur digestion laisse la graine intacte. Les sucs gastriques de ces animaux ont supposément un effet bénéfique pour les arômes du café ainsi récoltés. Cette suite est à l'opposé de l'original, et dans l'idée, si on s'éloigne à ce point du produit d'origine, on peut avoir un film qui se tient tout seul, et qui est parfois même mieux que l'original. Prenez Evil Dead par exemple. Que vous préfériez le 1 plus horreur classique ou le 2 qui est une comédie horrifique déjantée, le fait est que vous pouvez voir chacun de ces films séparément et les apprécier chacun de leur côté. Y a rien dans le 2 qui nous ramène au 1, malgré le personnage de Ash. Donc le changement de genre passe très bien. Parce que, bon, déjà, ce film-là, il se rappelle d'être vraiment drôle et vraiment horrifique, mais aussi parce que chacun des films peut toucher son propre public sans venir faire chier celui de l'autre. On peut les séparer. Avec Massacre à la tronçonneuse 2, le film utilise le fait que l'on reconnaisse les personnages. L'introduction de Leatherface avec le corps de l'autostoppeur du premier film, et l'introduction de Drayton qui joue sur le fait qu'on reconnaisse sa tête et qu'on relie ce qu'il dit à ce qu'on sait de son histoire, le film nous demande activement de nous souvenir du premier opus. Et du coup, comme on s'en souvient, eh ben on compare les deux. Si on pouvait prendre ce film seul, ce serait juste un petit nanar gore avec un bon début et une fin complètement pétée. Mais le fait est qu'il ne vaut rien comparé à l'original, que ce soit en termes de jeu d'acteur, de mise en scène, de bande-son, de décor, de tout. Les gens qui défendent ce film partent en général du principe que c'est bon, c'est une comédie gore quoi. Mais c'est une comédie qui est la suite directe d'un des films les plus terrifiants de l'histoire du cinéma. Que vous le vouliez ou pas, Massacre à la tronçonneuse a marqué son époque et toutes celles qui ont suivi, c'est comme ça. Et en plus, c'est une comédie qui se tape un scénario en carton. Les meilleures comédies ont toute une base scénaristique en béton armé. Mes comédies horrifiques préférées, Evil Dead 2, Shaun of the Dead et Scream, elles ont des super histoires. Parce que si ton film est pas vraisemblable à la base, attention pas réaliste, invraisemblable, les situations grotesques qui sont censées faire rire, eh ben moi je les relie juste à toutes les incohérences que t'as essayé de me faire avaler. Ces 3 films-là auraient très bien pu donner de bons films d'horreur purs. C'est le cas pour l'un d'entre eux.
Mais celui-là ne pourrait jamais marcher en tant que film d'horreur seul tel qu'il est construit. Et pour moi, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de comédies horrifiques qui se cassent la gueule. Parce qu'il faut d'abord que t'aies un bon film d'horreur avant de pouvoir créer du comique autour de ça. Bon, je simplifie bien entendu, hein, il suffit pas de faire ça dans l'ordre. Mais beaucoup de réalisateurs qui se tentent à ce mélange de genres ont l'air de pas saisir que c'est un des mélanges les plus durs à faire correctement. Si tu mets trop de blagues, ou pire qu'elles sont ratées, ça fait plus peur. Et si ça fait trop peur, on va passer à côté des blagues. Comme dans le premier Massacre à la tronçonneuse en fait. Savoir faire rire, c'est déjà compliqué, savoir faire peur, c'est super chaud, alors faire les deux en même temps, ça demande plus qu'un gars qui a été forcé de prendre la chaise de réal parce qu'il y avait plus de budget, et un studio de prod qui te l'a fait à l'envers 3 nuits par semaine. Ah, vous voyez combien on la référence là. On ressent tout du long que Hooper n'avait pas envie de faire ce film. C'est pas gratuit cette sensation de doigt d'honneur lancé avec un sourire chaleureux au coin du feu. Un feu plein de cadavres. C'est Tobe Hooper qui parodie un genre qu'il a très littéralement aidé à créer. C'est un carnaval crasseux sous coque qui vient te postillonner des blagues à la tronche. Mais maintenant, la chose est de savoir si vous appréciez ce genre d'humour vulgose qui se mélange au gore, et si vous êtes capable d'oublier le scénar. Je ne saurais le répéter assez souvent, l'humour, avec l'horreur, sont les genres les plus subjectifs à mon sens. Pour ceux qui adorent ce film et s'apprêtent à le défendre bec et ongle dans les commentaires, ou même qui l'ont déjà fait sans attendre la fin, bande de malotrus, je vous demande de vous mettre à la place de quelqu'un pour qui aucune vanne du film ne fait rire. À partir de ça, c'est l'effet domino. Le film ne fait pas rire, du coup les blagues ratées ruinent l'ambiance mise en place, du coup le film ne fait pas peur non plus, et du coup, au bout d'une heure, tu te demandes pourquoi tu t'es infligé ça. Et je demande à ceux qui, comme moi, n'ont pas supporté l'expérience de se mettre à la place de quelqu'un pour qui les blagues du film et son ambiance carnavalesque et gore fonctionnent. Si les situations du film font rire, c'est l'effet domino. Les blagues fonctionnent, du coup on est choqué par le changement de ton dans les moments tendus, du coup le film fait peur et rire en même temps, et au bout d'une heure, on prend son pied. Ah, la magie du cinéma. On voit tous un film différent. Je dis ça, mais... N'empêche qu'il me saoule ce film. Il m'énerve, il m'agace, il m'horripile, il mastique quand il me fait bouillir, il me... Ouh, Massacre à la tronçonneuse 2. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont râler parce qu'ils adorent ce film, mais vraiment, je peux pas. Bon, je vais essayer de continuer de parler de la saga Massacre à la tronçonneuse, je vais voir si je fais une rétrospective complète. Sait-on jamais. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, hein, parce que je sais qu'il y en a plein qui regardent mais qui s'abonnent pas. Je vous vois. Bon, comme d'habitude, partagez, abonnez-vous, ciao!